Vivant, c'est le premier podcast dédié aux professionnels du funéraire. Chaque semaine, je partage avec vous des conversations singulières et inspirantes qui éclairent vos pratiques, éveillent votre conscience et vos connaissances. Avec mes invités, vous découvrirez que parler de la mort et de votre vocation, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Bredley, créateur de tranquillité.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour Framboise, bienvenue dans Vivant. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Bon. Alors je rigole du coup parce que vous n'avez pas entendu, mais je me suis trompé de prénom au départ. Bref, c'est des choses qui arrivent un peu des fois en off. Voilà. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors on a jamais échangé ensemble. C'est vraiment la première fois qu'on va le faire. Voilà. Euh, Tu vas te présenter peut-être pour commencer? À la limite, on peut commencer comme ça me paraît pas mal. On peut commencer comme ça. Ben, écoute, moi, je suis très contente que tu m'accueilles sur ton podcast. J'avais en fait, avant que tu me le proposes, j'avais très envie d'y participer. Donc, ça tombait bien. Donc, moi, je m'appelle donc Framboise. J'habite à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, la météo est très capricieuse, on va dire. Mais bon, tout va bien. À l'intérieur, il y a le soleil, donc ça va. Moi, je suis de nature curieuse, comme je le dis souvent. Et en fait, j'ai toujours été persuadée qu'on pouvait, enfin, faire un seul métier dans ma vie, c'était pas pensable. Parce que pour moi, on évolue en fait avec le temps et nos besoins, en fonction des rencontres, des opportunités, on peut être amené à avoir d'autres envies, d'autres besoins. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans le scientifique et j'ai travaillé pendant 17 ans à l'Institut Pasteur. Ok. J'ai habité 17 ans en Nouvelle-Calédonie pendant cette période-là. Et puis j'ai fait toujours, j'étais slasheuse. Donc, je donnais des cours dans une salle de sport, je faisais des massages. J'ai toujours fait plusieurs choses en fait en même temps parce que bah, on a tous plusieurs facettes de notre personnalité. Et pour répondre à toutes ces facettes, j'avais besoin de diverses activités. Quand je suis revenue m'installer en métropole, quand j'ai eu fait le tour de la Nouvelle-Calédonie, qui est magnifique, soit dit en passant, je suis revenue dans le sud parce que je suis lyonnaise, mais bon, Lyon, c'était un peu brutal quand même. Il n'y avait plus les palmiers, il n'y avait plus la mer. Ah, C'était c'est un pas petit pareil que la peu. Nouvelle-Calédonie, c'est pas faux. Non, c'était un petit peu rude. Donc, C'est du un coup, autre charme, on va le quitter. dire comme ça. Ah, c'est très sympa, c'est très sympa. On mange très bien d'ailleurs. Hmm. Mais voilà, c'est un peu différent. Donc, je suis venue m'installer ici dans le sud et j'ai travaillé pendant longtemps, enfin pendant plusieurs années dans une salle de sport en administratif. J'ai été sophrologue en parallèle, j'ai fait une formation de sophrologue. Je travaille toujours, j'ai toujours une partie de mon activité en administratif. Et il y a 3 ans, quand Marc, donc mon compagnon, a décidé de faire une reconversion et a voulu se reconvertir dans le funéraire, j'ai vraiment accueilli ce changement de carrière de manière très positive. Et j'étais persuadée qu'à nous deux, on pouvait apporter beaucoup de choses, en Mhm. tout cas différentes. Donc, je me suis lancée à fond dans l'aventure avec lui. Ça a été vraiment ça, c'est lui qui t'a amené vraiment à aller vers Oui, le funéraire du coup. Il faisait oui. quoi Marc avant? Alors, Marc, avant, il a fait des études en commerce international. Il a été responsable sécurité d'une grosse entreprise américaine Mhm. dans la région. L'entreprise a fermé. Il a passé une licence pour être agent immobilier. Donc, il a fait une licence, il a repris ses études. Il a travaillé pendant 5, 6 ans, peut-être plus, en immobilier. Et puis, un jour, il m'a dit, j'en ai marre de ce métier. Donc, je veux faire autre chose. Et le funéraire, c'est quelque chose qu'il avait touché du doigt 20 ans auparavant. Ok. Il avait voulu déjà se reconvertir, il ne l'avait pas fait. Et là, du coup, voilà, il a voulu prendre cette direction Bien sûr. 20 ans après. 20 ans après. Il n'y a pas des Oui. choses qui nous rattrapent dans la vie des fois, non? Oh oui, sûrement.
Ah, doit y avoir un Sûrement. truc, doit y avoir un truc là-dessus, hein, je sais pas trop, mais doit y avoir un Certainement, il y truc a là-dessus. toujours plein de choses. Et puis, bon, les choses se font peut-être au bon moment. À l'époque, c'est vrai il avait son ex-femme qui s'était opposée en fait au funéraire. Elle avait une relation avec la mort qui était peut-être un petit peu compliquée, hein, je ne sais pas. Chacun, en fait, c'est voilà, sa perception de la mort. Mhm. Et du coup, il ne l'avait pas fait. Et moi, quand il m'a présenté le projet, moi, au contraire, j'ai été tout de suite voilà, partie prenante du projet. Donc, j'étais peut-être la bonne personne pour faire ça avec lui, justement. Alors du coup, il t'a présenté le projet, donc on va parler un chat, c'était une pompe funèbre, on est bien d'accord. Oui, Concrètement, votre pompe funèbre fait partie d'un mouvement quand même qui monte, hein, de plus en plus quand même, avec des mm, pompes funèbres qui veulent faire des choses plus en douceur, on va dire, de façon plus apaisée, etc., etc. Euh, C'était quoi ta vision du funéraire avant, si tu en avais une, ou en tout cas ton mhm. rapport à la mort ou à la vie ou ce genre de choses, même si j'ai compris que tu étais une éternelle optimiste et que voilà, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Tu Oui. peux me raconter un peu ton rapport à ça avant, après? Alors, en fait, mon rapport à la mort, il a commencé, je pense, très, très tôt, parce que en fait, quand je suis venue au monde, je suis arrivée, j'étais inanimée et je suis restée inanimée pendant 10 minutes. Ok. Donc, déjà, si tu veux, inconsciemment, il y a des choses qui se passent. 1 an et demi plus tard, ma tante me tenait. En fait, j'étais sur une table. Je suis passée par-dessus son épaule. Je me suis fracassé le crâne. Voilà. Mhm, J'ai eu une grosse fracture du crâne et en fait, j'ai failli y rester. Donc, mhm, pour la deuxième fois, j'ai fait pas mal de travail de développement personnel dans ma vie. Et un jour, un psy m'a dit, mais t'as pas peur de la mort, mais en même temps, tu l'as vu de très près 2 fois de suite. Donc, même si tu t'en rappelles pas, c'est quand même quelque chose qui est familier, entre guillemets. ouais, en tout cas, il y a un marqueur quelque part. Il y a un marqueur quelque part. Et puis après, à l'âge de 30 ans, j'ai perdu ma mère. Mhm. Et cette première expérience dans les pompes funèbres a été assez déterminante pour moi parce que je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est glauque, que c'est horrible, enfin, j'ai vraiment gardé un très mauvais souvenir. En plus, à l'époque, bah, j'habitais en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai pris l'avion, 24 heures de vol, la Mhm. fatigue, le décalage horaire. Tu arrives bah, tout de suite, pouf, tu vas à la maison funéraire pour voir ta mère. Et puis, de suite, avec mon père et mon frère, on va bah, dans l'agence de pompes funèbres pour faire tout ce qu'il fallait faire. Et je me rappelle de quelque chose de très froid, de blanc. Alors moi qui travaillais dans les laboratoires, le blanc déjà, si tu veux, c'est très hospitalier. Mhm. Là, me retrouver dans quelque chose encore blanc, qui fait très hospitalier, avec des croix, avec des plaques, avec des morceaux de cercueil, enfin, j'avais l'impression de rentrer dans un cimetière. Et ensuite, tous les choix à faire. Je regardais mon père, je regardais mon frère, je voyais leur souffrance et je me disais, mais c'est pas possible d'avoir à choisir des trucs comme ça. On n'a juste pas envie de la mettre dans un cercueil. Mhm. Tu vois, donc ça a été assez traumatisant. Et 2 ans après, j'ai perdu mon frère aussi. Donc, deuxième expérience, identique. Rebelote, ouais. Voilà. Et bon, c'était lourd. Et il y a maintenant 4 ans, j'ai perdu mon père. Alors, mon père avait fait un contrat obsèque. Donc, pour mon père, tout était prévu et ça s'est passé beaucoup plus en douceur parce que du coup, je n'ai pas poussé la porte de l'agence de pompes funèbres. Lui était à Lyon, moi j'étais ici. J'ai juste pris l'avion avec Marc et toute la cérémonie était organisée. J'ai eu la personne des pompes funèbres au téléphone, mais après, mon père avait fait tous les choix. Donc, ça s'est fait beaucoup plus en douceur, on va dire. Puis bon, mon père avait presque 90 ans, donc c'était aussi différent. Mhm. J'étais très attachée à mon père, mais on va dire que c'était un petit peu dans l'ordre des choses. Donc ça aussi, c'était sans doute plus facile, on va dire. Voilà. Ok. Et quand Marc m'a dit, d'abord, il a d'abord travaillé au crématorium pendant 1 an Ok. pour un petit peu vérifier que le métier du funéraire lui correspondait. Donc, il a Mhm. organisé beaucoup de cérémonies, choses comme ça. Ensuite, il a passé son diplôme. Et quand il m'a dit, je veux ouvrir une pompe funèbre, après avoir fait 3, 4 mois dans une grande agence de pompes funèbres, il m'a dit, bon, je vais faire différent parce que ça ne me convient pas du tout. En fait, en termes d'organisation, hein, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment bah, ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire on est là quand les gens poussent la porte, on est là le jour de la cérémonie, on est là après. Mhm. On les accompagne vraiment tout du long, tu vois.
Et il me dit, je veux pas quelque chose de en déco, je veux pas quelque chose de froid. Alors j'ai dit, oh là là, mais alors là, ça me plaît cette idée. Et c'est pour ça que je suis partie dans le truc à dire, oui, ok, alors on va mettre de la Alors, attends, couleur, on y voilà, va, c'est on y parti. va, c'est parti. Et voilà, et du coup, on a trouvé le local et c'est moi qui ai fait il travaillait pendant les 15 jours. Moi, j'étais en vacances, donc j'ai fait la peinture. On a commandé les meubles, j'ai monté les meubles. Enfin, je me suis vraiment éclatée, on va dire, Ouais, puis à approprier le monter cette projet aussi d'une agence. certaine Voilà, façon. voilà. Ouais. À créer ça, vraiment, enfin, je trouve que c'est passionnant de créer ça de A à Z. On a démarré de zéro. Et petit à petit, tu construis, tu mets ta vision dessus. On a travaillé sur les cinq sens pour que, ben voilà, il y a des gens, ça va être tout de suite visuel. Il y a des gens, ils vont s'asseoir dans le canapé, ils vont toucher le velours du canapé, ça va être doux, ça va les apaiser. Il y en a d'autres, comme on diffuse toujours des odeurs avec une lampe berger, tu vois, des odeurs un petit peu sucrées qui rappellent l'enfance, qui sont réconfortantes. On a des balles anti-stress. Enfin, tu vois, voilà, on a travaillé vraiment sur les cinq sens pour que tous les gens puissent trouver, quand ils poussent la porte, une atmosphère qui soit réconfortante et pas du tout qui soit une antichambre du cimetière, du funéraire. On veut Ah oui. presque qu'ils oublient, si tu veux, un petit peu comme s'ils étaient dans le salon d'un ami où ils vont pouvoir se poser et dire, bon, Mhm. ok, on discute et on construit petit à petit la cérémonie, mais vraiment en douceur. Ouais, parce que le truc, tu l'as dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai remarqué depuis que, bah voilà, depuis que je travaille dans ce domaine, même si je suis pas tous les jours en pompe funèbre, hein, parce que mon métier, c'est pas ça, clairement, Oui, c'est ce côté très catalogue, finalement, tu vois, oui, ce truc à base de. Enfin, quand tu vois, moi, quand j'étais dans les assurances, en l'occurrence, il y avait ce qu'on appelait il y avait une démarche, entre guillemets, de vente. Alors, vente au sens noble du terme, hein, tu vois, oui, c'était pas. oui, Voilà. Et avec, bah, d'abord, tu découvres un petit peu qui est la personne, tu fais connaissance, etc. Et en fonction de qui elle est, etc., tu vas lui faire des propositions bah, qui correspondent simplement à ses besoins et puis à ses attentes. Et tu vas pas aller taper à côté. Et dans le domaine du funéraire, et je le retrouve ben, malheureusement de trop nombreuses fois aujourd'hui, c'est pas. Il y a pas ce côté, il y a rarement, on va plutôt le dire comme ça, mais il y a rarement ce côté, ben, tu fais connaissance avec la famille, tu fais connaissance finalement avec la vie du défunt, etc., etc. Et en fonction de ça, tu vas construire la cérémonie. Et c'est pas, bah, regarder mon catalogue, alors mon cercueil oui. comme ça, mon cercueil comme ça, mon cercueil comme ça, et puis cette urne, et puis ci, et puis ça. Parce que ça, ouais, c'est psychologiquement, c'est abominable. Ah oui, Si ah en oui. plus l'ambiance, elle est pas. Ah oui, c'est très violent. Alors, il y a des conseillers funéraires. Alors, ça se passe beaucoup comme ça dans les grosses boîtes. Et comme je le dis souvent, en même temps, si tu veux, les grosses boîtes, ils ne peuvent pas fonctionner comme les petits Hmm, parce que les conseillers qui sont à l'agence, ce pas les gens qui seront là le jour de la cérémonie. bien sûr. Donc, voilà. Après, ils ont un process. Marc, qui a travaillé pendant 4 mois dans une grande enseigne, il me disait, on a un process à suivre. Et en fait, tu t'écartes pas tellement du process. Et ça, pour lui, c'était très dérangeant parce que justement, tu en viens aux questions et voilà, c'est un petit peu, c'est ritualisé, c'est très ritualisé, tu vois. Hmm, Donc, comme tu dis, comme tu le dis si bien, c'est important de découvrir la personne avant, de découvrir. Et pour ça, il faut aussi avoir le temps. oui. Parce que parfois, on te dit, bon, ben voilà, tu as un objectif de résultat, tu as un objectif de temps, tu vois. C'est assez, on va dire, pas chronométré, mais je ne sais pas Bon, en tout cas, comment, c'est calibré, ouais, il y a c'est des cycles calibré, et des voilà, c'est séquences, il faut calibré. pouvoir. Ouais, bah, ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Alors que nous, en fait, quand les gens rentrent, on va d'abord leur proposer le thé, le café, un verre d'eau, enfin ce qu'ils veulent. On s'assoit, on discute. Voilà, voilà, vous êtes là, qu'est-ce qui vous amène un décès, mais qui est décédé, c'était qui par rapport à vous. Tu vois, on cherche un petit peu à travers les questions à savoir quel était le rapport qu'ils avaient avec le défunt, parce que le rapport est différent. Les circonstances, parfois ils nous disent, ils nous racontent les circonstances du décès, et puis ils nous racontent l'histoire du défunt ou de la défunte. Ça nous permet un petit peu voilà, de construire le truc. Ils nous parlent d'eux aussi, parce que parfois, bah, il y a des choses qu'ils veulent, des choses qu'ils ne veulent pas. Le défunt avait des volontés ou pas. Les moyens aussi, parce Mhm. qu'un enterrement, ça coûte cher. Et il faut aussi avoir conscience que certaines personnes, il y en a, ça va être, on ne regarde pas la dépense.
Mais la plupart, c'est on maîtrise le budget. Et puis parfois, c'est dès le départ, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Est-ce que parce que c'est compliqué? Parce que... Donc tout ça, on le prend en compte au départ. Et au fur et à mesure après, on voit ce qu'on peut proposer en fonction de tout ce qui a été dit auparavant, en fait. Ouais, mais c'est assez difficile parce qu'en même temps, tu manques cruellement de temps finalement pour construire. Tu vois, la difficulté, c'est aussi ça, c'est la Oui, législation qui impose un temps d'application de la cérémonie, pardon, oui, sous un délai qui est quand même relativement court. oui. Comment quelle appréciation tu vois par rapport à ça? Moi, j'avais déjà échangé avec des gens qui ont vécu des funérailles, notamment dans des pays anglo-saxons, où tu as des délais, mais qui sont littéralement, mais c'est 2 fois, 3 fois, des fois, les délais français. Oui. Est-ce que selon toi, bon, c'est une question comme ça, je n'avais pas prévu de la poser, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... ça mériterait d'être plus long selon toi, ces délais-là, pour prendre Alors, plus le temps ou pas? Toujours pareil, dans le je, funéraire, c'est compliqué, hein. oui, je dirais oui et non. Parce qu'effectivement, ça va laisser plus de temps aux gens. Mais d'un autre côté, ben, un défunt, la nature fait son œuvre. Et si on veut pouvoir se recueillir dans de bonnes conditions, il faut quand même que le délai soit suffisamment court. Parce qu'on a beau avoir des soins de conservation, bon, ben, on sait que le défunt, de toute façon, voilà. Et au bout d'un certain nombre de jours, quand le délai est dépassé, on se rend compte que la conservation du corps est beaucoup plus difficile. Hmm. Donc voilà, je suis assez partagée là-dessus. Et je pense que de toute façon, que ce soit, nous, on a un délai légal de 6 jours. Alors après, on peut avoir des dérogations si jamais, en fonction des circonstances. Mais je dirais que 4 jours de plus, ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Tu as Tu vois. l'impression que les familles que tu accueilles ont un point commun, à part le fait qu'elles ont perdu un proche, hein, merci, mais elles ont des choses en commun ou pas, dans leur attitude, dans leur comportement, où à chaque fois elles sont toutes différentes. Non, je dirais qu'elles sont toutes différentes. Enfin, pour moi, les Dans gens sont cette tous... première phase, tu vois, dans cette première phase du deuil où il y a vraiment cette annonce et puis du coup, bah, ils doivent agir vite derrière. Non, c'est vraiment, moi je trouve qu'elles sont vraiment différentes parce que, en plus, ça dépend beaucoup du deuil. Les deuils de personnes âgées, c'est des deuils qui souvent sont attendus. Donc, tu vois, les gens n'ont pas la même approche que, par exemple, pour le deuil d'un enfant ou pour un deuil accidentel. Mais les gens, globalement, c'est vrai qu'ils sont différents. Il y en a qui viennent nous voir qui sont complètement abattus. Il y en a d'autres qui viennent nous voir qui cachent leurs émotions, parce que tu as des gens qui montrent pas non plus leurs émotions, même s'ils sont complètement abattus. Tu en as pour lesquels c'est un soulagement. Alors, soulagement, je dis pas on fait la fête, c'est super, bien que c'est arrivé une fois. Hein, c'était Ça une peut petite arriver. fille qui a dit de toute façon que c'était une saloperie, hein, en Ah, parlant de son sympa. grand-père. Ah oui, oui, en disant bah, c'est très bien qu'il soit parti parce qu'il a fait que du mal dans sa vie. Et voilà, il y a des gens qui le verbalisent comme ça. Mais bon, globalement, c'est vrai que les gens sont plutôt peinés, attristés, mais parfois contents que la personne soit partie quand il y avait des souffrances, quand il y Hmm. avait... Voilà. Et moi, je trouve que chaque famille est différente. Hmm. Franchement, chaque famille est différente. Pour autant, alors du coup, je te partage ça. J'étais il n'y a pas longtemps à un café avec des aidants. Tu vois, donc comme un café mortel, mais Oui, sauf avec des aidants familiaux. Donc voilà. oui. La majorité des gens qui étaient autour de la table étaient bon, hommes ou femmes, autour, on va dire, voilà, autour de 60 ans, hein, voilà, 60, 70, tout ça. Et la majorité accompagnait au quotidien leurs conjoints avec qui ils étaient, alors conjoints ou conjointes, hein, avec qui Mhm. ils étaient depuis 30, 40, 50 ans dans ces moments, tu vois, difficiles avec de l'Alzheimer, avec des choses comme ça, où parfois bah, il y avait du soin palliatif qui était en place parce qu'on était vraiment au bout, tu vois, au bout du bout, et puis Oui. parfois pas. Euh, Moi, j'étais là on m'avait invité pour parler effectivement bah, des démarches après décès, et comment on peut éventuellement les anticiper ou comment ces personnes-là pourraient se faciliter la tâche aujourd'hui pour que ça soit moins lourd et moins compliqué demain. C'était un sujet qu'ils avaient souhaité soulever. Euh, et il y a une personne qui m'a dit ah bah, de toute façon, nous, on est préparés. Du fait de notre rôle d'aidant, on est Mm. préparé à ça, on est préparé à la mort, etc. Euh, Moi, quand on m'a dit ça, ça m'a fait bizarre. Je leur ai répondu bah, je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment préparé en fait à ça. Est-ce que. Bon, question philosophique à 2 balles, mais.
Je ne sais pas si on peut être préparé véritablement. Je dirais qu'on est préparé intellectuellement. Intellectuellement, les gens ont compris, les gens ont intégré que voilà, ça allait intervenir, etc. Sur ce plan-là, ils sont préparés. Par contre, sur le plan émotionnel, ça, c'est une autre histoire. Et là, je dirais que non, on n'est pas préparé. Et comment tu fais Parce du que coup pour les... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Parce qu'on a l'impression, en fait, voilà, tu viens, tu te dis, ouais, c'est bon, je suis préparée. Et puis l'émotion, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Hmm. Et donc, tu sais pas, c'est comme un accident enfin, sur la voie publique. Tu te dis, si j'assiste un jour à un accident, oui, je vais savoir faire, j'ai mon diplôme de secouriste, etc. Mais en fait, pas du tout. Peut-être tu vas très bien réagir, peut-être pas du tout. Donc, en fait, ça, on ne le sait pas. L'émotion qui est à ce moment-là, on la maîtrise pas, on ne maîtrise pas les émotions, si tu veux, quand elles arrivent. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on est préparé, mais je dirais pas complètement. Et du coup, toi, tu l'appréhendes comment quand tu as une famille en face de toi, tu vois, à chaque fois où c'est complètement toujours différent. Bon, toi, tu as une chance, pour peu qu'on peut s'appeler ça de la chance, c'est compris. Euh, c'est que tu as ce parcours vachement atypique où tu as cette approche limite, même pas limite parce qu'on peut, enfin tu vois, sophro, etc. Donc tu as une approche de coach un peu quelque part où tu as cette vision globale des attitudes, des comportements, des réactions, etc. etc. Oui. Euh, c'est ça qui t'a motivé en plus du reste à t'orienter dans le funéraire. Ouais, il y a Marc et plus ça, tu t'es dit tiens, je peux vraiment proposer quelque chose de différent ou tu as l'impression Oui. que c'est différent? Je pense que oui, je pense que ça m'a motivée parce que j'ai toujours eu des activités, si tu veux, tournées vers l'autre. Et j'ai toujours été, les gens, enfin, moi, ça m'arrive souvent, des gens qui vont pas bien, pouf, ils viennent me voir. Les gens dans la rue, je les connais pas, ils me disent bonjour. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui fait que les gens sont à l'aise avec moi, en fait. Donc ça, c'est quelque chose, ma mère était comme ça aussi, et ma cousine est comme ça aussi. Je ne peux pas l'expliquer, mais je pense que ça, c'est véritablement un don et ce don, il faut s'en servir. Et puis, j'ai beaucoup creusé sur tout ce qui était accompagnement, formation, développement personnel, les comportements, les attitudes, les émotions. Donc ça aide énormément. Et je dirais ce qui aide aussi, alors ça, malheureusement, mais ce qui aide aussi, c'est que j'ai vécu. J'ai vécu le décès de ma mère, elle a eu un cancer, donc longue maladie, compliquée, etc., les traitements. J'ai vécu le suicide de mon frère, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attendu. Et j'ai vécu la fin de vie de mon père avec l'EHPAD et puis après doucement avec le décès qui est intervenu. Donc si tu veux, en termes d'émotions, j'ai eu vraiment des émotions complètement différentes. Et je pense qu'à titre personnel, quand quelqu'un rentre dans l'agence, parfois je me dis, je sais exactement ce qu'il vit. Alors c'est peut-être pas exactement la même chose, Mhm. mais en tout cas, ces émotions, je les connais pour les avoir vécues. Donc je pense que ça aide aussi. À mon avis, Mhm. ça aide. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi d'aider les gens parce que je me suis dit, à ce moment-là, j'aurais voulu qu'on agisse comme ça avec moi, j'aurais voulu qu'on se comporte comme ça avec moi pour que je me sente un peu mieux. Donc, si je peux l'apporter le un peu mieux, ben voilà, pour moi, c'est gagné, quoi. C'est juste ma mission, on va dire. On va le dire comme ça. Voilà. Souvent, tu vois, dernièrement, j'échange souvent avec des gens qui veulent se lancer dans le funéraire. Tu vois, c'est souvent qu'il y a des gens qui ont envie d'aller vers ça. Et souvent, il y a une partie de moi, sans porter de jugement d'aucune sorte, une partie de moi où je me dis, c'est souvent, j'ai perdu quelqu'un, donc, patati patata patata. Bon, je vais pas dire quoi que ce soit, hein. Enfin voilà, un des déclencheurs inconscients chez moi, c'est la perte de mon grand-père et le fait que j'ai géré la paperasse. Donc je vais rien dire. Mais dans certains cas, certains profils où je peux me dire, est-ce que ces personnes-là s'orientent vers ça pour les bonnes raisons? Il n'y a pas un risque de transfert quelque part, tu sais, Oui. par rapport à ça. Je te pose cette question à toi parce que je pense que j'ai jamais posé cette question-là à personne dans le podcast, mais je pense que tu es typiquement la bonne personne à qui le poser. Euh, Tu leur donnerais quel conseil à ces personnes-là qui pourraient écouter le podcast maintenant et qui pourraient se retrouver dans ce que je suis en train de dire en se disant ah, attends, il dit un truc là, mais attends, il ne parle pas de moi là. Et qui souhaitent se lancer parce qu'ils ont vécu, certes, une expérience et certes, elle mérite d'avoir été vécue, etc. Mais est-ce que ça fait tout finalement? Est-ce que c'est suffisant pour s'orienter, tu vois, sur ce genre de métier quand même?
Des fois, je me Alors, pose la question, tu vois. oui, mais je pense que c'est une bonne question à se poser et je pense que ça ne suffit pas. Et surtout, je dirais, ce qu'il faut, c'est que, alors, on peut effectivement être amené à vivre un deuil, à se dire, j'ai beaucoup à apporter parce que, mais avant de cheminer comme ça, il faut déjà prendre le temps de faire son deuil, Mm. de pas réagir, si tu veux, à chaud. C'est pas aujourd'hui je perds ma mère et dans 3 mois je me reconvertis. Non, il faut le temps, il faut laisser du temps. Moi, ça m'a pris plus de 20 ans. Il faut laisser le temps, en fait, de passer par toutes les émotions, de cheminer, de se reconstruire et après de se dire, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Parce que parfois, ça peut être un petit peu de la curiosité, ça peut être un petit peu, on a besoin de ça, mais c'est plus un besoin, en fin de compte, pour se reconstruire que pour véritablement aider les autres. Et si on est encore en état de souffrance, je ne suis pas persuadée qu'on soit la meilleure personne pour aider, parce qu'il y Mhm. a beaucoup de choses à travers les cérémonies qu'on organise et les familles qu'on reçoit, il y a quand même des choses qui font violemment écho parfois à ta propre histoire. Donc, si tu ne l'as pas digéré, si ce n'est pas quelque chose que tu as, tu vois, qui est derrière toi, enfin, d'une certaine manière, émotionnellement en tout cas, ça risque de ressurgir et ça risque d'être vraiment très compliqué à gérer, vraiment très compliqué. Donc, moi, je dirais, il faut s'interroger. C'est pas forcément que c'est une mauvaise idée, hein, mais en tout cas, il faut se donner le temps. Et puis après, il faut aller observer. Moi, je vous conseille beaucoup d'aller en stage d'observation dans une agence de pompes funèbres, aller voir l'envers du décor, aller voir comment ça se passe, suivre des cérémonies, assister à des accueils familles pour Mhm. voir si véritablement on est capable de le faire ou pas. Parce que parfois, moi, quand j'ai fait ma formation de conseiller funéraire, j'avais différents profils et j'observe toujours beaucoup les gens. Et en fait, il y a certains profils, je me suis dit, eux, ils travailleront jamais dans le funéraire. C'est pas possible. Et il y en a d'ailleurs qui ont quitté la formation en cours de route parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'émotion qui c'était pas possible. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit, ben, moi, je vais travailler dans une grosse boîte parce que tout l'envers du décor, tout ce qui se passe en chambre funéraire, tout ce qui se passe pendant la cérémonie, je ne suis pas capable de le faire. Je vais pleurer avec les gens et je ne suis pas capable. Donc, tu vois, il faut vraiment. euh, c'est quand même un métier où où on doit être bien ancré parce que les gens sont très vulnérables, ont beaucoup de peine. Et si toi, tu n'es pas solide, tu n'es pas bien bien ancré, tu peux pas aider l'autre. Si l'autre se met à pleurer et que toi, tu te mets à pleurer avec, Ça marche moins bien. ça marche moins bien quand même. Alors, être empathique, oui. Savoir par où les gens sont passés, comprendre ce que l'autre vit, oui. Mais par contre, pas faire de la contagion émotionnelle, c'est-à-dire, tu vois, prendre les chaussures, on va dire, c'est ma meilleure amie qui dit ça, je me mets l'empathie, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre sans en prendre les ampoules. Et je trouve que c'est une belle expression. Alors, ma chère Framboise, tu me dis que oui, il faut faire son deuil, entre guillemets, bien entendu, hein, quand on dit ça, voilà, et qu'il faut être prêt. Pour autant, comment tu peux être sûr d'être prêt et d'avoir correctement réparé, entre guillemets, ton deuil ou apaisé ton deuil? Parce que des fois, tu penses que c'est bon, parce que ben, t'as vécu les obsèques, donc tu as pleuré un bon coup. Il s'est passé des semaines avec ben, voilà, ce brouillard, cette espèce de chose, cette envie d'agir en même temps où tu reprends vite, tu veux vite reprendre le cours d'une vie entre guillemets normale, etc., etc. Puis des mois après, bah, ça te reprend parce que bah, tu t'aperçois de différentes choses et tu te rends compte vraiment qu'au quotidien, bah, il y a des choses qui ont bougé autour de toi avec les interactions avec les autres, etc., etc. Tu vois. Et même quand tu as fait tout ça, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et du coup, tu continues ta vie, tu vois, machin, parce qu'en Oui, fait, on est dans une vie aujourd'hui où ça bouge, entre guillemets, beaucoup, oui. où c'est quand même rare, enfin rare, de plus en plus quand même, mais de plus en plus rare, c'est assez rare des gens qui vont vraiment s'accorder du temps pour être, mais pas simplement pour faire en permanence. Comment tu fais pour être vraiment sûr, tu vois, dans un truc où tu agites, tu t'agites, tu as repris ta vie professionnelle, nanana, il se passe 10 ans, 10 ans où tu n'as pas arrêté de faire, 10 ans où tu n'as pas arrêté à part dormir, tu vois, globalement, c'est Mm. le seul moment où tu t'es posé vraiment. Oui. Je ne considère pas les gens qui écoutaient Netflix comme étant une activité où vous posez vraiment, hein. Mm. On soit bien d'accord. Euh, Comment tu fais pour être sûr? Parce que le jour où tu coupes tout, tu vois ce que je veux dire? Où tu t'arrêtes, tu te poses, tu t'ancres pour toi, et du coup,
où tu te reconfrontes dans le funéraire, machin, mais il y a des trucs que tu pensais être clean, et puis en Et tu fait, ça te ressors. revient mais, pleine balle, quoi. Oui, 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 tout Un à fait. conseil, euh, un conseil ou qu'est-ce que ça t'amène comme ça? Mais écoute, je dirais que c'est toute la complexité et la beauté de la vie, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien, mais qu'on a aussi le droit de se tromper. Donc, à un moment donné, tu penses être sûr. Enfin, il faut que tu vois, je pense à mon avis que voilà, il faut sentir, si tu veux, que tu n'es plus en souffrance, que le fait de te confronter à des familles en deuil, tu vas pas t'écrouler, tu vois. Déjà, ça, il faut le sentir. Il faut se dire bon, voilà, je pense que, mais maintenant, tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais sûr qu'à un moment donné, et moi, je ne suis pas sûre non plus, je ne sais pas, la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans, je ne vais pas à un moment donné m'écrouler parce qu'il y a quelque chose qui sera remonté que je n'aurais pas maîtrisé. Donc, on ne peut pas être sûr. Mais par contre, si on ne le fait pas, si on n'essaye pas, là, on aura des regrets après. Donc, voilà, je pense que quand tu sens que tu es plutôt bien armé et que tu vas faire un stage d'observation et que tu te dis, OK, ce métier ne me fait pas peur, ce métier, j'ai vraiment envie de le faire, ça me plaît, le rapport avec les gens me plaît, parce Mhm. qu'il faut aussi voilà, se dire qu'on va passer beaucoup de gens avec les familles. Les familles qui seront en deuil, ça va être des familles qui vont être tristes, mais parfois ça va être des familles qui vont être très en colère. Ça va être des familles, tu vois, donc il y a des fois des gens en face de toi qui sont attristés, abattus, tu en as qui sont bienveillants, tu en as qui sont souriants, et puis tu en as qui sont en colère. Donc ça peut être compliqué aussi. Certains Mhm. profils peuvent être compliqués. Mais ça, c'est toute la beauté des relations humaines. C'est pas facile, mais en même temps, c'est complexe et c'est ce qui fait que c'est riche, que c'est beau, qu'on apprend et on apprend toujours. Donc en fait, on n'est jamais sûr à 100%, Mhm. je pense. Mais il faut accepter qu'on n'est pas sûr et qu'à un moment donné, on sent dans ses tripes que c'est ça qu'il faut le faire parce que moi, je le sens comme ça. Je sais à aujourd'hui, si tu veux, que je suis à la bonne place. Est-ce que je serai à la bonne place dans 2 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai changé plusieurs fois de continent, de métier, de beaucoup de choses parce qu'à un moment donné, j'étais plus alignée. Là, Mhm. aujourd'hui, je me sens alignée. Je sais que je suis à la bonne place et que ce que j'apporte, c'est bon pour les autres et que c'est voilà, c'est ce que je dois apporter. Maintenant, je ne suis pas Advi- sûre, mais voilà, Advienne c'est que ça. pourra. Advienne que pourra. Mais je pense que voilà, quand tu sens que tu as cet alignement, alors tu es à la bonne place, mais on ne sait pas pour combien de temps. Et c'est pas grave. Et Et c'est pas c'est pas grave. grave. Et juste Non. pour les gens qui écoutaient, qui seraient en train d'hésiter entre deux trucs, tu sais, choix A, choix B. Je reste en place, je tente un truc. Bah, n'oubliez pas un truc, bah, moi je serais vous, je tenterai le truc quand même. Déjà, petit 1. Voilà. Déjà, en plus, les choix sont jamais binaires, hein. Il y a choix A, choix B. Et puis regardez bien, il y a peut-être un choix C là que vous n'avez pas vu et puis qui est juste à côté de vous, petit 2. Et puis petit 3, bah, peut-être que le choix A que vous allez faire, ce sera peut-être pas le bon, entre guillemets, parce que ça, il va pas donner ce que vous espériez. Par contre, il va peut-être vous mettre sur une autre voie. Mais ça, vous pouvez pas le savoir à l'avance. Donc je serai vous, je prendrai la pelote, je tiens le fil, je déroule le fil, et puis bah, vous verrez bien, quoi. Tu vois. C'est ça. Oh, Philosophie Magazine, bonsoir. Magnifique, Oh, c'est beau. magnifique. Oh, c'est Vivant Podcast, c'est plus ce que c'était, vraiment, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la vie, Ambroise? C'est quoi la vie pour toi? Le sens de la vie? C'est Pendant une qu'on est dans question. Oh Philosophie là là, on est Magazine. dans le philosophique, dis donc. Ouais, mais fais gaffe, hein, t'as quand même une Sandra Meunier qui a répondu il y a quelques épisodes dans la saison 3, fin de saison 3. Je lui ai posé la question, elle a super bien répondu. Donc, tu as de la pression. Là. Il y a des gens qui te ont déjà donné des super bonnes réponses à cette Ah question-là. ouais? Bah écoute, je ne dirais pas que j'ai de la pression parce qu'en fait, on a tous des perceptions différentes et des visions différentes. Donc, à un moment donné, la vision de chacun est forcément la bonne pour elle. Donc, ma vision est forcément bonne pour moi. Elle sera peut-être pas bonne pour mon voisin, mais en tout cas, elle est bonne pour moi. Et moi, la vie, enfin, je ne sais pas, c'est tellement difficile de répondre à cette question. Moi, je croque la vie à pleines dents. Tout ce qui se passe, que ce soit dans un sens qui peut paraître positif ou négatif, je prends tout parce que ça en fait partie Mm. et que je suis persuadée que tout ce qui nous arrive, ça, même quand c'est compliqué, et pourtant j'ai vécu des trucs compliqués, mais ça a une bonne raison d'être. Et le tout, c'est de se demander qu'est-ce que j'en fais. Mm. C'est ça, en fait. Tout ce qui nous arrive, la vie en général, c'est pas assez bon, c'est mauvais, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais pour moi? C'est ça, en fait. Est-ce que ça, c'est être égoïste? Je connais déjà la réponse, hein, mais c'est juste pour les.
Être égoïste, je ne crois pas. D'une certaine manière, il y en a qui vont dire peut-être que c'est égoïste, moi je ne le trouve pas. Et je pense qu'il faut penser à soi. Alors ça, peut-être c'est égoïste, et il y a certaines personnes qui vont dire, tu penses à toi, tu te fais du bien, etc. Tu prends les choses bien pour toi. Alors, il y en a certains qui vont dire, tu es égoïste. Ben, moi, je dirais non, parce qu'en fait, si tu ne prends pas soin de toi et si tu ne prends pas les choses pour toi, alors tu ne peux pas être bien avec les autres. Donc, il faut prendre soin de soi. Il faut, j'en suis convaincue, être bien, voilà, pour pouvoir donner aux autres. Si on n'est pas bien, on ne peut pas donner aux autres. On peut effectivement donner, mais est-ce que ça sera de la qualité? J'en suis pas persuadée. Voilà. Et si à ce moment-là, vous avez pensé, bah si, c'est égoïste, bah, posez-vous la question, mais alors qu'est-ce que ça va chatouiller chez vous si vous êtes en train de vous poser la question, mais non, c'est égoïste, c'est pas bien de prendre soin de moi, etc. Qu'est-ce que ça suscite chez vous? Oui. Voilà, c'était Vivant Podcast Développement Personnel. Bonjour. Bon. Est-ce que tu as un souvenir d'une cérémonie qui t'aurait marqué? Vraiment d'une expérience d'accompagnement avec une famille qui t'aurait marqué plus qu'une autre? Non, non, j'ai pas comme ça non, de choses qui m'ont. Merde, va Non. falloir que je trouve une deuxième question. Non, j'ai vécu des choses très fortes à certains moments, moins fortes à d'autres, mais je pense que c'est beaucoup en lien aussi avec le rapport avec la famille en question, le rapport à notre propre histoire, parce qu'il y a souvent des choses où tu dis des cérémonies, waouh, c'était très émouvant, mais c'est en rapport souvent avec ton histoire, ça vient chatouiller quelque chose. Mais moi, les choses qui me marquent le plus, c'est la reconstruction des gens, c'est l'après. Quand Mm. je disais on est là avant, au moment où ils poussent la porte, on est là pendant la cérémonie, on est là après. Moi, ce qui me marque, c'est ça. Dans mon métier, et en fait, ce qui se passe à l'agence, c'est beaucoup ça qui me marque, c'est que les gens, on leur dit, enfin, après, vous pouvez revenir pour boire un café, pour discuter, voilà. Et c'est vrai que c'est sincère parce qu'on a tissé des liens. Et ces gens-là, quand ils reviennent, au début, on était surpris. Avec Marc, il nous disait, ah ben je vais revenir. Ah ben, on a notamment une famille, le papa est décédé aux alentours de Noël. Il y a une fille qui habite à Paris, une fille qui habite en Italie. La maman est sur la Côte d'Azur. Et les filles nous ont dit, quand on viendra en vacances voir notre maman, on viendra vous voir. Et Marc avait dit, vous avez conscience que vous revenez voir votre croque-mort. C'est particulier, c'est pas forcément, tu vois. Mm. On était très surpris de ça. Et en fait, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et j'adore ça. Et en fait, on suit le parcours des gens après. Ils viennent nous raconter où ils en sont. Ils viennent on voit la reconstruction, on voit tout le chemin de deuil, puis on voit la reconstruction. Et j'ai deux petites dames en tête, deux histoires complètement différentes. Une petite jeune femme qui a perdu son compagnon, donc eux, jeunes, suicide, etc. Donc très compliqué. Elle est venue beaucoup nous voir et on a suivi tout son parcours avec sa thérapeute, elle se confiait à nous, tu vois. Mhm. Et il n'y a pas longtemps, elle est revenue parce qu'elle va s'installer du coup ailleurs, enfin ailleurs dans la même région, mais plutôt dans l'arrière-pays. Elle reconstruit une vie avec quelqu'un d'autre. Donc je trouve ça magnifique. Elle est venue nous présenter son nouveau compagnon. Et ça, c'est des moments de grâce pour moi. C'est des moments, waouh, tu te dis, tu vois, tout le parcours a été fait et on est encore là après. Mm. On est encore là après parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui s'est créé. Et c'est quelque chose, c'est très précieux et c'est des gens comme ça qu'on voit, avec qui on échange, on envoie un petit message de temps en temps, on partage un repas, on va partager un café, j'ai une autre petite dame qui vient de temps en temps, pouf, elle m'amène une rose, on discute, elle me prend dans ses bras, elle me dit, tu sais, maintenant, tu es comme ma fille. Donc, tu vois, voilà, c'est ces liens qui se créent. Moi, c'est ça qui me marque beaucoup, en fait. Tu vois? C'est chouette, c'est chouette. Framboise, quand on a parlé un peu du podcast avant, tout ça, t'es la première à me dire, moi je veux parler prévoyance obsèque. Personne n'a Oui. encore abordé le sujet de la prévoyance obsèque. Alors vous inquiétez pas, les gens ne vont pas vous bassiner forcément en vous disant qu'il faut faire un contre-obsèque, c'est obligatoire. Pas du tout, pas du tout, hein. L'ancien assureur ne se ligue pas avec la croque-mort, hein. Il n'y a pas de, y a pas de ça, vous êtes bien. Euh, Pourquoi tu voulais en parler, Framboise? Je voulais en parler parce que, comme toujours, je dis souvent que quand on a vécu quelque chose, on sait exactement de quoi on parle au fond de soi, dans ses tripes. Pour ma mère, comme je le disais tout à l'heure, c'était quelque chose de brutal. Enfin,
elle était malade, mais c'est quelque chose, on n'était pas prêt, on était trop jeune, elle était trop jeune, elle avait 55 ans, c'était pas possible. Mon frère, encore plus, il avait 30 ans, voilà. Et en fait, rien n'était prêt. Donc, on s'est retrouvés, comme je disais, à pousser l'agence de pompes funèbres et à devoir choisir. Donc, c'est un moment où c'est douloureux. Et en plus, on vient te dire, qu'est-ce que vous voulez comme cercueil? Tu as juste envie de dire, enfin moi c'était ça, tu sais quoi, ton cercueil, tu te le prends, tu te le mets dans ta tête, et moi, ma mère, tu ne la mettras pas là-dedans. Tu n'as juste pas envie de regarder les capitons, celui-là est plus joli, mais c'est moche ton truc en fait. Mais il est rose fluo et en satin. Voilà, tu vois, mais en satin, c'est doux, mais je m'en fous que ce soit doux. Mais Tu non, vois, c'est et statique. voilà, c'est très violent en fait. Tu es obligé en tant que conseiller funéraire de poser ces questions, mais c'est très violent pour l'autre parce que ben voilà, tu n'as pas envie de choisir ça, tu n'as pas envie que la personne soit entre quatre planches, tu vois. Mm, Donc ça, je l'ai vécu de manière violente. Et pour mon père qui avait fait un contrat obsèque, le chemin de deuil a été complètement différent. Parce que j'ai décroché mon téléphone, tout était prêt, donc j'avais un numéro à appeler, puis mon père était prévoyant. Donc, depuis que je suis petite, mon père me disait parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Et donc, mhm. j'ai intégré ce truc en disant bah oui, ça fait partie de la vie. On parle des sages-femmes, on parle de la naissance, c'est magnifique, on s'extasie devant les bébés. Et à l'autre bout, il y a la mort. Mm. Et ça fait aussi partie de la vie. Donc, moi, je suis vraiment convaincue qu'il faut en parler. Déjà, ça, c'est vraiment mon combat de dédramatiser ce sujet, d'en parler pour que les gens n'aient pas peur. Les gens vont arriver avec de la peine, mais les gens vont pas arriver avec le stress de qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc moi, c'est vraiment un combat que je mène et pour en parler au plus grand nombre de manière bienveillante pour que les gens se détendent un peu, parce qu'en parler, bah, ça permet de mieux profiter de la vie. Et le contrat obsèque, il est tourné comme ça, il est fait pour ça. C'est-à-dire que moi, mon père, j'ai décroché le téléphone et puis j'ai dit, ben voilà, mon père avait un contrat obsèque chez vous. OK, madame, on s'occupe de tout. La cérémonie, ce sera tel jour si ça vous convient, etc. Mais je suis arrivée, j'ai découvert ce que mon père avait choisi pour lui. Alors, on a organisé aussi la petite cérémonie religieuse où, bon, j'ai écrit un texte, etc. Mais c'est tout ce que j'ai fait, en fait. Et ça, j'avais besoin de le faire, j'avais envie de le faire pour rendre un hommage. Tout le reste, c'était pas moi. Il avait choisi les soins, le cercueil, le machin. Ça, et ça, je l'ai vécu avec beaucoup de douceur, si on peut dire que dans ces Mhm. moments-là, c'est doux. Et c'est vrai que nous, avec Marc, quand on parle de contrat obsèque, on dit c'est un cadeau que vous faites à vos proches. Et c'est un véritable cadeau parce que les proches vont arriver, ils auront de la peine, mais ils n'auront pas toutes ces questions douloureuses à se poser. Tout sera prévu en amont. Mm. Et quand en plus tu fais un contrat obsèque, alors ça tu peux le faire pas forcément avec un contrat obsèque, tu peux le faire seulement en inscrivant tes volontés, tu vois, en disant bah, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Déjà ça allège. Mais le contrat obsèque, la chose qui est bien aussi, c'est que financièrement, bah, tu vas aussi soulager tes proches. Et moi je vois les familles, je vois parfois c'est compliqué financièrement. Donc ben, tu vas aussi prévoir ça et c'est véritablement un cadeau que tu fais à tes enfants, à ta famille, etc. Donc moi, je le vois vraiment, vraiment comme ça. Et Ok. c'est pas un truc commercial, si tu veux, ou dire, allez, vas-y, fais un contrat obsèque. Prends Non, mon non, contrat, vas-y. C'est trop voilà, bien. c'est pas ça, c'est pas ça. Et en plus, on s'aperçoit qu'avec certaines, tu vois, les gens, par exemple, en EHPAD, parfois, il y a des gens qui n'ont plus de famille, il y a des gens, donc c'est important de mettre ça en place avant, parce que, ben voilà, le jour où ça arrive, on a des gens qui, parfois, la dame la plus âgée pour qui on a fait une cérémonie avait 105 ans. Oh, 105 ans, ben, il y a les enfants qui, parfois, sont partis. Mm. Tu vois, donc c'est important aussi. Les gens qui sont placés sous tutelle, c'est compliqué aussi. Parce que la tutelle, au niveau de la tutelle, il y a un vide juridique. Le service de la tutelle, le boulot de la tutelle s'arrête au moment du décès. Oui. Donc, si rien n'est prévu, c'est compliqué. Donc, pour plein de choses, c'est important. Et puis, je dirais que quand on y a pensé, quand on l'a fait, tu ranges ça et puis, voilà, tu n'as plus à y penser. Et tu profites. Tu profites de la vie et voilà. Encore faut-il pouvoir se confronter aussi à ces questions-là de son vivant, ce qui n'est Tout pas à fait. toujours facile. Non, Ça, c'est vrai. non. Je complète juste ce que tu dis par rapport à un point, et donc là, c'est l'ancien assureur gentil, hein, les gens qui parlent. C'est que j'ai déjà vu, hein, et je l'ai vu à plusieurs reprises, des gens qui avaient de leur vivant fait un contre-obsèque, donc pas en pompe funèbre, hein, tu sais, auprès d'un assureur Oui, lambda, hein. oui.
Voilà. Et donc, juste entre parenthèses, hein, pour que vous le sachiez, aujourd'hui, à part en pompe funèbre, c'est très rare les assureurs, même je ne crois pas qu'il y en existe encore, des assureurs qui te permettent dans ton contrat de poser tes volontés. En général, les gens, enfin, les contrats obsèques aujourd'hui dans les assurances, hein, c'est un capital que tu souscris, mais derrière, tu ne peux pas poser de volonté particulière ou de choses comme ça. Donc ça, déjà, il faut le savoir. De deux, dans vos proches, les gens qui écoutaient, il y a peut-être, je dis bien quelqu'un qui a déjà fait un contrat obsèque. Si c'est le cas, peut-être que ces personnes ont fait un contrat en capital, comme je le dis, il n'y a pas de volonté. Peut-être qu'il a fait dans une pompe funèbre et là, il y a la totale, hein, les volontés, le capital, etc. Ou peut-être qu'il a sorti, qu'il a souscrit à l'époque des vieux contrats. Alors ça, c'est surtout pour les vieux contrats que je dis ça. Tu as des vieux contrats, en fait, où tu souscris effectivement pour un capital et des prestations. D'accord? Sauf que ces prestations ne sont pas décidées par la personne, elles sont dans un espèce de package, si tu veux, hein, qui est imposé avec le contrat. Et donc, dans ce cas précis, il faut quand même déjà le savoir, et puis deux, essayer de quand même se renseigner un minimum, parce que les prestations qui sont déterminées, c'est vraiment des packs. Hein, tu vois, tu as pack 1, pack 2, pack 3, c'est vraiment comme Oui, ça. Et dans le pack 1, tu as un capital de 3000 balles avec un cercueil, entre guillemets, entrée de gamme, telle fleur, tel machin, et tout est arrêté, mais tout n'est pas questionné, enfin rien n'est questionné par la famille, finalement, et rien n'a été soumis à la famille. C'est dans les conditions générales du contrat. Rappel, conditions générales du contrat, le truc qui fait 30 pages que vous lisez jamais. oui. Voilà. Et voilà. Et moi, je me souviens d'une anecdote où une personne, quand j'étais dans les assurances, une personne m'avait dit, bah oui, moi c'est bon, les obsèques c'est prêt, c'est construit, tout ça, tout ça. À l'époque, j'avais pas ce rapport à la mort que j'ai aujourd'hui, mais il y avait une partie de moi quand même qui s'intéressait à l'après, tu vois. Et je lui ai posé la question, ok, qu'est-ce que vous voulez comme cérémonie, enfin, à quoi ça ressemble pour vous? Alors, d'où m'était venue cette question? J'en sais rien. Voilà, mais cette personne m'avait dit, ah bah oui, bah moi ce que je veux, de toute façon, c'est un cercueil en chêne, chêne foncé, parce que mon mari c'était un cercueil chêne foncé, et patati, patati, patata. Bon, voilà. Et quand j'ai regardé son contrat, bah, je me suis rendu compte que, bah oui, alors d'accord, très bien, chêne foncé, bah, je lui ai dit, madame, là, vous êtes dans le paquin. Le paquin, c'est un cercueil en pin clair. Est-ce que vous faites quoi du coup? Vous gardez ça et c'est en pack clair, ou vous voulez regarder autre chose, tu vois? Ah oui. Et ça, faut le savoir. Il y a des contrats qui sont vraiment en pack. Alors, on les Mhm. trouve de moins en moins. Mais parmi vous qui écoutez, certainement, peut-être que l'un de vos parents, un proche, un frère, une sœur, a peut-être fait ça. Et auquel cas, ben, posez-lui la question parce que ça peut juste permettre on va dire, de raccorder un peu les tuyaux, tu vois, et que ça se passe bien Oui, pour le moment. Parce que du coup, si tu n'en as pas parlé, tu le sais pas. Et donc, toi, en tant que proche, tu peux te dire, ah, c'est ça qu'il avait choisi, mais peut-être qu'il l'avait même pas choisi. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, tout à fait. Ça a été soumis. Donc, c'était juste le petit raccord que je voulais faire par rapport à ce que tu voulais dire, Mais ce que c'est tu as dit très Framboise. intéressant que tu aies fait ce raccord-là. C'est très intéressant parce que justement, ces contrats en prestation ou ces contrats en capital, c'est important de faire la distinction. Et alors nous, on a eu le cas, et c'est vrai qu'il y a un moyen qui peut être pas mal, si tu veux, c'est que les gens qui ont souscrit un contrat auprès d'un assureur ou d'une banque, donc en capital, peuvent très bien, comme une famille l'a fait avec nous, pousser la porte de l'agence, nous dire, bon, voilà, j'ai un contrat, j'ai tant, j'ai, je sais pas, 3 000, 5 000 euros sur mon contrat. Par contre, je n'ai pas décidé de ce que je voulais, donc est-ce que je peux le faire avec vous? Eh bien, oui, on peut le faire ensemble. Donc, les personnes ont fait leur choix. Tous les deux, en fait, le mari et la femme, ils sont venus nous voir, ils ont fait leur choix, ils nous ont dit voilà ce qu'on veut. Et en fait, leur assureur, sur la clause, il y a une clause Clause bénéficiaire, bénéficiaire, pompe voilà, et funèbre, ils voilà. ont eu la possibilité de nous nommer bénéficiaires. Donc, comme ça, le jour où le décès intervient, on est bénéficiaire et nous, on sait exactement ce qu'ils veulent. Donc, le capital a été fait d'un côté, mais nous, les prestations, on sait ce qu'ils veulent et on sait que ça correspond. Donc ça peut être une manière aussi de compléter ce qu'on a fait auprès d'un assureur ou d'une banque, par exemple. Exactement. Et puis si le capital n'est pas assez important, dans ce cas précis, ben, on peut toujours dire attention, 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 une Exactement. pompe funèbre peut prélever jusqu'à 5000, 5000, 5500, je ne sais jamais. Oui, 5 500 euros. C'est Oui, 5500. 5500 sur le compte du défunt pour justement financer les obsèques. Et ça aussi, il faut le savoir. tout à fait. Donc, des fois, l'un dans l'autre, voilà, voilà. Alors après, par Et- contre, juste, c'est comme ça, on finira, enfin, pas on finira, mais en tout cas, sur la partie capital en assurance vie, hein, si vous me dites, ah bah oui, mais moi j'ai de l'assurance vie, ça va être débloqué pour la pompe, bah, comme en moyenne, une assurance vie, c'est entre 30 jours et 3 mois pour le débloquer,
la pompe n'aura peut-être pas forcément la patience, ne se permettra pas d'attendre autant. Donc l'assurance vie n'est pas forcément le bon placement pour prévoir ses obsèques. Pour Ouais. transmettre, oui, pour prévoir, non. Ouais. Juste, tu voulais D'où dire quelque chose, l'intérêt, Framboise, du coup, pardon. d'où l'intérêt de créer des partenariats avec des assureurs. Nous, Hmm. c'est ce qu'on a mis en place là, il n'y a pas longtemps avec Elisa. Hmm. Elisa qui fait partie de Gamme Patrimoine. Et en fait, on a mis en place un partenariat dans le sens où elle, quand elle fait un contrat obsèque, elle va questionner, elle va nous envoyer les gens, ou bien on fait un rendez-vous en commun pour que nous, on puisse construire les prestations et elle va adosser le capital en fonction. Tu Hmm. vois, et ce qui fait que comme ça, on sait exactement, et nous, elle nous met bénéficiaire sur le contrat. Comme ça, on a vraiment, elle a construit tout ce qui était patrimonial, etc. Elle a fait toutes les optimisations. Et quand elle en vient au capital d'essai, au moins, les gens ont exactement ce qu'ils veulent en fonction des prestations qu'ils ont choisies. Voilà. Ça peut être une bonne astuce. Et oui. Ma chère Framboise, quand on arrive vers la fin d'un podcast, j'aime bien demander en général, as-tu un livre, un truc, un film, un documentaire, quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Et si oui, ça serait quoi? Alors, un film, c'est vrai que tu parles de film, et du coup, il y en a un qui remonte, que tout le monde connaît, hein, bien souvent, c'est Rencontre avec Joe Black. Ah bah alors putain, c'est la première fois qu'on en parle dans le C'est podcast de vrai? Rencontre avec Joe Black. Bah ouais, Alors écoute, très moi bien. quand tu sais, je pitch, je vais beaucoup dans les after-work, les choses comme ça, parce qu'on a besoin de se faire connaître et puis voilà. Donc, et il y a un de mes pitchs qui commence par est-ce que vous connaissez le film Rencontre avec Joe Black? Anthony Hopkins, le beau Brad Pitt. Eh bien moi, je suis le service après-vente de Joe Black. Allez, bam. Voilà. Et j'aime bien commencer comme ça. Et ce film m'avait vraiment marqué. J'ai trouvé ce film fabuleux. Tu vois, ce rapport où justement, là, pour une fois, la mort, elle est incarnée par un personnage qui est magnifique. Hmm. Et justement, c'est pas sinistre. Au contraire, tu te dis, waouh, Joe Black, c'est la mort. Eh ben, dis donc, Brad Pitt, là, pour le coup, tu vois, donc, tu as, un côté qui est très positif. Puis, c'est plein de leçons de vie dans ce film. Et moi, il m'a vraiment marqué. Je l'aime beaucoup. Je l'ai revu plusieurs fois et j'aime beaucoup ce film. Oui. Un autre chose que tu souhaites partager en livre ou etc. ou pas? Alors, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Mes sincères condoléances. Ok, C'est Guillaume Belly qui l'a écrit. En fait, c'est les mémoires d'un croque-mort. ok. Donc, c'est tout plein de petits chapitres. Les chapitres font parfois une demi-page ou une page et demie. C'est très court. À chaque fois, c'est une histoire différente. Et c'est des perles, comme il dit, vécues en cérémonie. C'est vraiment... il y en a certaines, je me dis oui, enfin, je suis pas surprise. Il y en a d'autres, je me dis, ouh là là, j'aurais pas aimé vivre ça. J'espère pas le vivre un jour, tu vois. Et ça fait sourire. C'est pas mal. C'est pas mal. En ce moment, c'est mon livre de chevet, on va dire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Si je devais te laisser le mot de la fin, tu dirais quoi, Framboise? Je reprendrai l'expression de mon père en disant que parler de la mort, ça fait pas mourir. Et toi, tu dis souvent parler de la mort, c'est parler de la vie. Et Hmm. j'adore ce que tu dis. Et je pense que justement, le fait d'en parler, ça nous permet de vivre mieux. À mon avis, ça nous permet de vivre mieux. Donc, voir le côté positif des choses, ça a toujours été mon credo, ça. Je confirme, je confirme. Merci beaucoup, Framboise, pour ce moment passé ensemble. Merci à vous qui écoutez. Et puis, ben, prends soin de toi et à bientôt. Prends soin de toi aussi, prenez soin de vous et à bientôt.